français si vous êtes francophone. Et lorsque un intervenant s'exprime en français, vous pouvez donc passer au canal 5 pour l'anglais. Alors, vous savez que nos invités ont un programme très chargé et on va commencer le plus rapidement possible. Veuillez vous installer et on va commencer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs de la presse, bienvenue à cette conférence de presse de clôture avec Dr Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, et nous avons avec lui le ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire, M. Ali Ngoy Ndiaye, avec nous cet après-midi. Voici ce qui va se passer. Ils vont nous parler, faire des observations brèves, après quoi nous allons prendre vos questions. Et lorsque la parole vous est donnée, veuillez indiquer votre nom, votre organisation, et veuillez vous limiter à une question en raison des contraintes de temps. Et veuillez attendre que le micro vous soit donné pour l'utiliser de sorte que les interprètes puissent vous entendre. Sur ce, je passe la parole au président de la Banque africaine de développement pour son propos. Après quoi, nous passerons la parole au ministre. Monsieur le Président. En français, donc vous pouvez changer les choses. Bon, je commence par les mots de remerciement pour son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, qui avait convoqué cet sommet extraordinaire. Vous savez que pour faire quelque chose, ça devient quelque chose de très important pour un continent, il faut un leader qui est aussi extraordinaire. Il faut un partenaire avec qui vous pouvez travailler. Et il faut quelqu'un aussi qui partage la vision pour l'Afrique et quelqu'un aussi qui a l'impulsion pour prouver les choses pour l'Afrique. Pour moi, mon travail à la Banque africaine de développement, c'est un service à la service pour l'Afrique. Ce n'est pas un boulot, c'est une mission. Et donc, quand je suis décidé d'avoir ce sommet, je suis venu voir son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, pour lui dire, Excellence, Monsieur le Président, il y a un défi à relever. Et ce défi à relever, c'est pour que vous nous aidiez, en tant que président en exercice de l'Union africaine, pour que l'Afrique se nourrit lui-même. Et pour qu'on le fasse dans une façon qui nous donne quand même la fierté. C'est ce que je vous demande. Il m'avait écouté, il m'avait d'accord. C'est comme ça que nous avons préparé ce sommet. Et il a aussi donné toutes les dispositions nécessaires pour faire l'invitation pour tous les chefs de l'État. Nous avons travaillé ensemble. Je voudrais donc publiquement vous dire que sans l'engagement du président Macky Sall, on ne peut pas avoir tout ça. Donc, je suis très fier de ce que le président a fait faire et toute la disposition qui a été mise, les choses passées qui ont été mises à notre disposition. Bon, pourquoi nous sommes ici? J'étais ici en 2015. Je viens d'être élu président à la Banque africaine de développement. Et avec ça, je dis, mais la première chose qu'on doit faire, c'est pour nourrir l'Afrique. Donc c'est ici que nous avons développé la stratégie de la Banque africaine de développement, que nous appelons en anglais Feed Africa, ou bien Nourrir l'Afrique. Et depuis ça, nous avons enregistré beaucoup de résultats très très importants. Nous avons quand même eu le succès de faire d'abord 7 milliards de dollars d'investissement dans l'agriculture. Et deuxièmement, nous avons aussi mis à la disposition de 74 millions de paysans, des technologies plus performantes, de doubler leur productivité, d'avoir la sécurité alimentaire. Et ensemble avec les autres partenaires, parce que comme je vous avais dit, moi je ne travaille pas seul.
ensemble, dans les 5-6 années, nous avons quand même fait 230 millions de personnes qui ont eu autosuffisance alimentaire avec les autres partenaires en conjointement avec la Banque africaine de développement. Ce sommet, ce n'est pas un sommet de parole, parce qu'on ne mange pas parole, on mange la nourriture. Donc c'est pour concrétiser les actions qui va effacer la situation que nous voyons, que l'Afrique ne peut pas se nourrir avec toutes les terres, 65% de toutes les terres arabes non cultivées dans le monde, c'est chez nous. Donc on a la responsabilité de se nourrir nous-mêmes pour une question de la fierté, parce que quelqu'un ne peut pas dire il n'y a rien à manger, je suis chef de famille. Mais quand même mes voisins, ils ont les choses à manger. Donc on va là-bas. Non. On a la responsabilité d'accroître notre productivité agricole, et pour pouvoir nourrir l'Afrique, doit nourrir l'Afrique. Donc nous avons donc préparé ce sommet comme un sommet d'action. Et vous avez vu les résultats. Nous avons eu ici les leaders des pays africains. 34 chefs de l'État et gouvernement. Ils sont venus dans tous les pays. Nous avons 314 ministres. Je voudrais utiliser l'occasion de vous féliciter, ministre Ndiaye, pour le travail que vous avez accompli dans la préparation de tout ce travail. Le secteur privé, les paysans, le ONG, ils ont été là. Nous avons eu tous les partenaires de développement, ils ont été ici. Ce n'est pas seulement la Banque africaine de développement. On était ensemble, tout ensemble, autour de l'Afrique. Mais qu'est-ce que s'est passé? Je n'ai jamais vu les chefs de l'État travailler aussi comme ça, chaque jour, des heures, dans la nuit, dans les salles dans laquelle nous avons discuté d'avoir le compact, ce que vous me permettez, Food and Agriculture Delivery Compact. Le compact pour, on dit ça, c'est comment en français? Le pacte national. Hein? Le pacte d'impact. Impact, oui. Le pacte national pour avoir l'alimentation. De livraison des produits agricoles. Touche beaucoup. Ça montre que tous nos chefs de l'État ont pris l'engagement ferme que le moment est venu pour faire ce qu'on devrait faire depuis longtemps. Déclencher toutes nos potentialités agricoles pour que l'Afrique devienne un moteur, un continent qui ne peut pas seulement se nourrir, mais nourrir le monde. Je dis, les choses plus minimum qu'on doit faire, c'est de nourrir nous-mêmes. Mais les choses qu'on doit faire au niveau de vision, c'est déclencher, optimiser toute la potentialité que nous détenons là, pour aussi contribuer à nourrir le monde. Et moi, en tant que président de la Banque africaine de développement, quand je vois la façon dans laquelle les chefs de l'État ont pris ça, dans les boardrooms, ils sont là plusieurs heures, des heures, ils travaillent, ils discutent avec les gens. Je n'ai jamais vu ça. Est-ce que vous avez vu ça? Non. Ça montre que le moment est venu pour faire la transition de la volonté politique qui est là, pour que ça devienne la politique d'action. C'est ça que je voulais dire, c'est vraiment très très important. Quelle est les choses aussi qui est très importante pour ce sommet? Ce sommet, c'est pour développer pour chaque pays qu'est-ce qu'on doit faire avec le but, soit quel produit, si c'est le blé, c'est le riz, c'est le manioc, c'est le fonio, je ne sais pas, tout ça là, quels sont les buts qu'on doit arriver à autosuffisance dans 3 à 5 ans, et on termine avec toutes ces discussions-là. Et avec un système de suivi
transparent, avec la comptabilité qu'il faut pour que toutes les choses qui ont été décidées seront exécutées, implémentées, avec le suivi et la comptabilité qu'il faut. Parce que notre comptabilité, ce n'est pas à nous, nous savons la comptabilité à la population que nous savons. Et je pense que ça, c'est la raison pour laquelle nous avons cette pacte, qui est vraiment très innovatrice dans une façon de travailler. En plus, qu'est-ce qui est différent? Le chef de l'État ont décidé qu'eux-mêmes, ils vont créer le conseil de haut niveau pour faire le suivi de tout ce qui est décidé dans le pacte pour l'exécution sur leur présidence eux-mêmes. Ils vont prendre les choses à la charge. Vous savez que c'est comme ça. Je me souviens, j'ai parlé avec quelques chefs de l'État. J'ai dit, la tâche peut être déléguée. Mais on ne peut pas déléguer la vision. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose de très remarquable que nous avons accompli. Et troisièmement, pour nous, l'Afrique, avec une population qui est enfin de 283 millions de personnes. Ce n'est pas acceptable, on sait. Mais ce qu'on devrait faire, c'est comment on va financer tout ça là. Et je dois vous dire qu'on a réussi beaucoup. La Banque africaine de développement a mis sur la table le financement de 10 milliards de dollars pour assurer l'exécution, l'implémentation des choses qui ont été décidées. Et nous avons continué à avoir les discussions avec les autres partenaires. Et je dois vous dire, comme vous avez vu, monsieur le ministre vient d'annoncer, c'est dans le communiqué. Aujourd'hui, nous avons ces 30 milliards de dollars contribués par la BAD, Banque islamique de développement, et tous les autres partenaires, ils sont là, les Américains, aux États-Unis, l'Union européenne, le BADIA, BOAD, et FIDA, et tout ça là, il y en a plusieurs. Et il y a les autres aussi qui viennent, hein? On est dans le début, c'est pour ça. Mais vous avez le momentum est là. On n'est pas là pour parler. On est là pour faire des actions. Les gens ont l'attente majeure. Et le moment que nous savons, c'est un moment, comme le chef de l'État sénégalais a dit, soit on est dans une, comme le président a dit, non, vous avez un voie de croissement là. Un chemin qui va ici, croissance de chemin. Vous avez ici, c'est désespoir. Ici, c'est pour l'espoir. L'espoir pour une nouvelle Afrique. L'Afrique qui se nourrit avec la fierté et qui peut aussi contribuer à nourrir le monde. Enfin, je voulais dire que cette situation, c'est un exemple que les actions politiques suivent les résultats concrets. Parce que nous avons montré à tous les chefs de l'État que les technologies pour nourrir l'Afrique existent. Que, par exemple, pour le blé, comme vous l'avez vu pour l'Éthiopie, la Banque africaine de développement a soutenu l'Éthiopie sur le blé. On l'avait donné pour l'Éthiopie, semences améliorées qui adaptent à la chaleur de blé, de 65 000 tonnes. De 65 000 tonnes, vous savez ce que ça veut dire? Le Airbus, non? Aéroplane, hein? Airbus 380, 90, et 380, 380. Les passagers, le carburant et les bagages. Ça fait 98,4 tonnes. Quand je parle de 65 000 tonnes, vous pouvez imaginer, hein, ça veut dire c'est presque 666 Airbus 380 sur les pistes. Ils sont augmentés
les surfaces cultivées en blé qui résistent à la chaleur de 2018, 5000 hectares. Aujourd'hui, ils sont arrivés à 800 000 hectares. Devenir autosuffisant en blé dans une période de 4 ans. Ça veut dire que si on peut faire ça, c'est possible. Les technologies existent, la plateforme existe. Nous avons fait la même chose pour le Soudan. En 3 ans, ils ont cultivé 317 000 hectares. En 3 ans, ils sont coupés l'importation par 50%. Donc ça veut dire que ça peut se faire. C'est la raison pour laquelle tous les ministres de l'agriculture, tous les ministres de finances, tous les gouverneurs de banques centrales se réunissent autour de ça, que le moment est venu. Il faut prendre le temps, pourquoi pas, nourrir nous-mêmes, les technologies existent, les plateformes existent. Donc voilà les résultats concrets de l'Afrique. Les technologies existent plus performantes aujourd'hui. Et les atouts de l'Afrique, ce sont les jeunes. Les jeunes doivent prendre l'agriculture au sérieux, agriculture comme agribusiness, et nous, toutes les bailleurs de fonds, on dit partenaires de développement, on va tout faire pour que les femmes soient financées, les jeunes soient financés, et le secteur privé doit être engagé dans ça. Donc voilà ce que nous avons pu accomplir dans 3 jours de travail. Et je voudrais enfin vous remercier, vous en compte que les leaders des journalistes écrit le message de l'Afrique. Message de la détermination, de la résilience, de se nourrir nous-mêmes. Ce n'est pas basé sur le mot, on ne mange pas le mot, hein. Mais c'est voir que ça marche. Le moment donc est venu pour qu'on aille ensemble. À la fin quand même, on dit, ça c'est le passé. Nourrir, on s'est nourri, c'est le passé. Le moment est venu maintenant de devenir riche avec l'exportation des choses et tout ça là. Voilà ce que je voudrais dire en sommet de tout le sommet de Dakar 2. En terminant, je voudrais remercier une fois de plus le gouvernement du Sénégal et sur la leadership du président Macky Sall pour toutes les facilités que vous avez mises à notre disposition. Donc merci beaucoup d'être là. Merci pour votre intérêt en tant que journaliste. Et ce que vous avez les questions, on est là pour ça, pour répondre à vos questions. Je pense que c'était important pour moi de vous dire le perspective peut-être de toutes les choses avant de commencer avec les questions. Non, merci. Merci. Thank you very much. Merci infiniment, Monsieur le Président, pour ce message fort et cette illustration forte de ce que ce sommet envisage de faire dans un sens très pratique. Je passe maintenant la parole à Monsieur le ministre Ngoy Ndiaye. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je dois, à la suite de Monsieur le Premier ministre tout à l'heure, vous féliciter et vous remercier d'abord d'avoir choisi le Sénégal, parce que cette conférence, on l'aurait tenue ailleurs, nous allions également nous déplacer, vu l'intérêt du sujet. Le président Macky Sall vous considère comme un Sénégalais. Et ça, vous le savez, parce que lui aussi, il sait que vous portez le Sénégal dans votre cœur. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le monde a vécu ces dernières années beaucoup de changements, dus d'abord sur les conséquences du changement climatique, ensuite les conséquences de la crise sanitaire, et enfin les conséquences de la guerre Russie-Ukraine. Peut-être ces 3 événements
événements réunis nous ont fait ouvrir les yeux pour qu'on puisse se rendre compte d'abord que cette mondialisation qui a été tant chantée a certainement des limites. Nous nous sommes retrouvés pratiquement tous les pays dans des difficultés, notamment sur le plan alimentaire, parce que subitement tous les prix ont flambé dans tous les pays. Ce n'est pas uniquement sur l'alimentation. C'est sur l'alimentation, sur l'énergie, sur beaucoup de secteurs. Mais l'alimentation, je pense que c'est le number one. Quand on ne mange pas à sa faim, on ne peut pas faire autre chose. Et c'est la raison pour laquelle, quand il y a eu déjà cette conséquence de la guerre, le président Macky Sall, au moment où il fait toujours certainement chaud au niveau de la Russie et de l'Ukraine, mais il faisait chaud, à ce moment-là, il s'était déplacé pour plaider pour que l'Afrique puisse avoir accès au blé et au maïs, parce que nous sommes très dépendants de cette zone. Il y a eu également, lors du sommet de aujourd'hui de développer notre agriculture sans les fertilisants. Et que, comme vous l'avez si bien dit, lorsque vous vous êtes vu avec M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, vous avez décidé de co-organiser à Dakar ce sommet de Dakar 2, comme vous l'avez dit, 7 ans après Dakar 1, avec une approche quand même très innovante. Parce que, en vue de la préparation de Dakar, tous les pays africains intéressés par présenter des pactes nationaux, comme vous l'avez dit dans les termes de référence, ont eu à mettre en place des comités. Je dirigeais celui du Sénégal pour préparer notre pacte national de souveraineté alimentaire. Il faut peut-être dire qu'au Sénégal, peut-être nous avons ceci, peut-être de particulier, je ne suis pas sûr que c'est le seul, parce que depuis quelques mois, dans beaucoup de pays, pas uniquement africains, les ministères de l'agriculture ont souvent vu l'étiquette souveraineté alimentaire collée à leur dénomination. C'est le cas du Sénégal et j'ai découvert que c'est le cas de beaucoup d'autres pays. Et le président Macky Sall nous avait chargé de définir et de lui soumettre notre stratégie de souveraineté alimentaire. Donc, au moment où on finissait de définir la stratégie, le pacte est venu. J'ai voulu d'ailleurs vous présenter toute la stratégie de souveraineté alimentaire du Sénégal pour les 5 prochaines années. Le budget était assez lourd. Le président Macky Sall nous a dit d'en extraire une partie et de vous soumettre ça. C'est ce qui fait que le Sénégal avait soumis ce pacte national de souveraineté alimentaire de 2,4 milliards d'euros. Alors, Monsieur le Président, c'est vrai que la presse n'était pas présente dans les salles. Je pense qu'il fallait le faire. C'est une expérience, à mon avis. On devrait l'ouvrir parce que moi, c'était la première fois que je le vois, comme vous l'avez dit. C'est le président de la République en personne, lorsqu'on présentait le pacte national pour le Sénégal, qui était venu lui-même en face des partenaires, avec un dialogue direct, présenter les éléments et demander ce que chacun s'engageait à faire. Et j'avoue que nous sommes sortis de la salle. C'était le jour 1, très satisfaits, parce que les engagements qu'on a entendus nous faisaient non seulement beaucoup de plaisir, donc nous sommes sortis avec beaucoup d'espoir. L'engagement de la BAD nous a donné un coup KO, comme le président voulait le dire, parce que c'était tellement important. Donc, nous avons fini nos compacts. Aujourd'hui maintenant, comme vous l'avez si bien dit, la BAD s'est engagée pour 10 milliards de dollars. Les partenaires présents ici se sont engagés pour 20 milliards de dollars. Je pense qu'il y a de quoi démarrer et démarrer vite. Parce que, comme on dit souvent, ventre vide n'a plein d'oreilles, c'est comme ça. En tout cas, je sais qu'aujourd'hui nous avons faim, comme vous l'avez dit, les chiffres le montrent, 283 millions d'Africains ont faim,
et nous avons le potentiel pour nous nourrir. Donc, il faut qu'on y aille, et qu'on y aille vite. En tout cas, au niveau du Sénégal, nous sommes prêts, et je pense que nos autres collègues de l'agriculture en général sont également prêts pour le compact. Voilà ce que je voulais dire en guise d'introduction. Et je pense que nous sommes prêts en tout cas à répondre à vos différentes préoccupations. Je vous remercie. Thank you. Thank you very much. Merci infiniment, Monsieur le ministre. Mesdames et messieurs de la presse, je me tourne vers vous, Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la BAD. Vous avez devant vous des membres de la presse qui viennent de plus de 15 pays, de médias régionaux et internationaux qui sont présentés ici. Vous avez entendu le message et vous devez donc retransmettre ce message. Alors, si vous voulez poser des questions, veuillez lever la main. Un micro vous sera remis. On va commencer par vous, la dame, ici, qui porte un foulard. Où est le foulard? Où est le micro, s'il vous plaît? Oui. Bonjour tout le monde, c'est Adama Dioufli. Je suis journaliste à l'agence de presse sénégalaise, APS. Merci au président du groupe de la BAD. Merci à monsieur le ministre de l'Agriculture, monsieur Ali Ndiaye. J'avais deux préoccupations et le président de la BAD a commencé à prendre en compte l'une, c'est le suivi qui sera fait des actions que vous avez dit que ce seront des actions concrètes. Vous avez annoncé la mise en place d'un haut conseil. Peut-être revenir sur la structuration de ce haut conseil. La deuxième question porte un peu sur les spécificités, les spéculations qui sont produites de part et d'autre en Afrique. Comment se fera les échanges à travers la ZLECAf, à travers d'autres dispositifs qui seront identifiés, parce qu'on sait que chaque pays a une spécificité agricole. Comment le blé partira de l'Éthiopie vers le Sénégal et d'autres destinations. La première question, répétez-le. Ah d'accord, c'est sur le suivi. Vous avez annoncé la mise en place d'un haut conseil. Quelle sera la structuration de ce haut conseil et est-ce que c'est déjà mis en place à partir du forum de Dakar? C'est la première question. Peut-être la troisième question, c'est un peu la clé de répartition pour le financement. 30 milliards, il faut démarrer et démarrer vite. Est-ce que les pays ont déjà obtenu leur part ou est-ce que c'est à partir des boardrooms que les engagements ont été pris et seront mis à la disposition des différents pays? Merci beaucoup. Okay, give to the lady. La dame à côté. Mes questions ont été prises en compte par ma consoeur, c'est par rapport au suivi. Merci. Very well, I'll come the other. Très bien. De l'autre côté, on va prendre deux questions. Madame, veuillez passer le micro au monsieur en costume. Je vous remercie. Je m'appelle Mabulike du Botswana. Je suis membre du réseau de médias Agenda 2063 qui est coordonné par Auda Nepad et qui a la responsabilité de conseiller donc, le réseau de journalistes pour les infrastructures en Afrique. Mon rôle est de parler du développement des infrastructures. J'ai parcouru beaucoup de pays africains, en particulier les zones rurales où il y a de la famine. Alors, je voudrais savoir quel est le rôle que la BAD joue pour faire en sorte qu'il y ait des infrastructures de base, voire de qualité. Alors, il y a des exemples venus du Botswana où pendant la saison pluvieuse, les agriculteurs ne peuvent pas accéder au marché, ils ne peuvent pas accéder à leurs fermes non plus. Alors, quel est le rôle que la BAD joue au niveau national pour faire en sorte qu'il y ait au minimum des infrastructures de base pour l'agriculture? Mr. President, I'm Kennedy. Monsieur le Président, je m'appelle Kennedy Wandera, je travaille pour La Voix de l'Amérique, je suis basé à Nairobi. Je suis également président de l'Association de la presse étrangère en Afrique, une association qui réunit tous les journalistes étrangers qui couvrent l'Afrique. Vous avez indiqué dans votre mot de clôture
Et c'est une chose également que vous avez mentionnée précédemment lorsque vous ouvriez ce sommet, à savoir qu'il faut une forte volonté politique et de la redevabilité également. Une des choses que vous avez annoncées lors de la clôture du sommet, c'est qu'il y a un conseil présidentiel de haut niveau qui a été mis en place pour superviser la mise en œuvre du pacte de développement agricole et alimentaire. Quel type de redevabilité est-ce que vous attendez de la part des chefs d'État qui étaient ici? Parce qu'on a des pays tels que le Kenya, par exemple, qui fait face à sa pire crise alimentaire en 40 ans. Alors, est-ce qu'on les laisse se débrouiller tout seuls comme cela, ou est-ce qu'il y a une redevabilité au niveau du Conseil? Alors, si le Président veut bien commencer. Alors, la première question qui concerne le suivi. La question était en français, non? Ah, donc je m'excuse. Okay. Mais vous avez demandé, madame, la question sur la structuration de ces systèmes de suivi. Et dans les partenariats, il faut toujours avoir le pays qui va de l'avant. Et nous, on soutient ce que le pays veut faire. Donc, ce sont les chefs de l'État, maintenant, après ces sommets, il y a le travail chez eux pour la constitution de ces hauts conseils sur les pactes. Ça, c'est pour le chef de l'État pour le faire. La composition dépend de chaque État, ça dépend de différentes choses. Je vous explique pourquoi ça c'est important. Quand moi j'étais ministre de l'Agriculture du Nigeria, on a fait énormément de transformation de l'agriculture là-bas. Un jour, j'ai rencontré le président, il dit, monsieur le président, il fait mon boulot, il fait mon travail. Les choses sont remarquables. Mais il vous faut en tant que chef de l'État un système pour voir, indépendamment de ce que je vous dis, comment les choses se passent. Et donc, je vous conseille de créer un comité de haut niveau, des gens sur lesquels je ne peux pas avoir influencé, pour qu'il y ait une transparence claire. Il dit, OK, vous savez quelle est votre suggestion? À l'époque, j'ai dit, OK, j'ai 5 noms. Premier, Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies. Deuxièmement, Bill Gates. Troisièmement, le président de la BAD. Quatrièmement, le président de FIDA, Fonds international de développement agricole. Et il y avait le cinquième, un homme qui était le président, directeur général d'une grande compagnie qui s'appelle Del Monte, globalement. Voilà. On avait écrit les lettres, on avait fait les choses. C'est comme ça qu'on avait constitué ça. Et moi, qui fait le travail avec les autres ministres de la transformation, on était obligé de faire les présentations des résultats à eux. Donc, moi, j'ai mis la pression sur tous les directeurs qui travaillent au ministère. Parce qu'il ne faut pas avoir une réunion avec Kofi Annan et avec Bill Gates pour dire, ah non, on fait quoi? On fait comment? Non. Donc, nous voulons que ce soit le président qui décide, mais c'est juste pour vous donner une idée. Pour un système de silo avec les logistiques pour le système de stockage. Et quatrièmement, il faut qu'il y ait le financement pour faire le commerce. Si le commerce, on n'a pas le financement. Et il y a les choses qui restent là-bas qui sont en train d'être pourries, mais il n'a pas l'argent pour aller acheter là. Donc, quand on parle de financement, ce n'est pas simplement financement pour les paysans. C'est important. Mais il faut financer toutes les chaînes. Parce que si on produit le tomate, et il n'y a pas personne qui va acheter le tomate, il ne peut pas vendre, il ne peut pas amener le camion là-bas, mais on fait comment? Donc il faut le transporteur, les gens, tout cela, il faut qu'on fasse de ça. Et enfin, il y a le, je ne sais pas comment on dit en français, it's the commodity exchange. Ce sont la bourse des matières, des produits agricoles, la bourse des produits agricoles. Hein? Pardon? La bourse des matières premières. Oui, la bourse d'échange. Ce n'est pas pour matières premières. Hein?
C'est juste de bourse d'échange, market et exchange, pour laquelle les gens peuvent donner l'offre et la demande, le prix et tout cela. S'il y a la production quelque part, il y a le déficit quelque part, on sait les choses, information doit circuler, ça c'est vraiment très important. Et enfin, et ça je vais insister sur là-dessus, les gens qui vendent les produits de l'alimentation en Afrique, ce sont les femmes. Quand on parle de zone de libre-échange, il ne faut pas agresser les femmes là. C'est eux qui contrôlent ces marchés. Il leur faut accès à l'information, il faut la protection des femmes, hein, et il faut leur donner, parce que parfois les gens n'ont pas, vous savez que l'éducation, on dit que parce qu'on parle anglais, on parle français, on dit que les gens sont analphabètes. Ça veut dire quoi? Parce qu'ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas anglais, ça ne veut pas dire que je suis bête quand même. Hein. C'est ma langue. Il faut, ce que je voulais dire, c'est que le commerce doit se faire dans plusieurs langues. Ce n'est pas une question de que, parce que la femme là ne peut pas parler français, donc on dit que non, tu as été informel. Informel. Ça veut dire informel de quoi? Donc, il faut donner les systèmes qui donnent le renforcement pour ça. Et enfin, il faut qu'il y ait les infrastructures. Je vais revenir parce qu'il y a la deuxième question. The second question was on infrastructure. La deuxième question portait sur les infrastructures et je suis heureux que le responsable du NEPAD soit ici. Madame, merci beaucoup. La directrice du NEPAD. Les infrastructures, et elle tient un sommet ici, je pense, la semaine prochaine. Les infrastructures sont très importantes, mais l'Afrique a un déficit d'infrastructures de 68 milliards de dollars à 108 milliards de dollars par an. Mais pour nous, à la BAD, au cours des 6 dernières années, nous avons investi 44 milliards de dollars en infrastructures, infrastructures électriques, routières, hydrauliques, d'assainissement, infrastructures numériques, corridors de transport, guichets uniques. Nous investissons donc massivement dans les infrastructures. Vous dites que vous êtes du Botswana. Très bien. Le corridor Nakala et le pont Kazungila qui facilitent le transport dans la région. Alors voilà le type de choses que nous faisons pour ce qui est des infrastructures. Mais votre question concernait les zones rurales. Et je voudrais dire que c'est une excellente question, parce que beaucoup de travail qui se fait dans les infrastructures aujourd'hui en Afrique se concentre dans les zones urbaines. Il y a de populations massives dans les zones rurales. Alors la raison de cela, c'est que la viabilité économique des infrastructures est faible dans les zones rurales, parce que leur source de revenus, c'est l'agriculture, qui n'est pas considérée comme très viable pour l'instant. Mais nous avons le ministre de l'Agriculture, des ministres de l'Agriculture au panel d'hier qui parlait des zones spéciales, des agropoles, des zones spéciales de transformation de produits agricoles que l'on a donc au nord, au centre, au sud. Ces agropoles vont changer la densité des infrastructures dans les zones rurales autour de l'agriculture. Électricité, eau, route, irrigation, stockage, logistique. Qu'est-ce que cela va permettre de faire? Cela va rendre la transformation agricole quelque chose de rentable. Et ce sera fait tout près de là où les produits sont donc effectivement cultivés. Cela va créer des emplois, réduire l'exode rural, apporter de la valeur ajoutée, créer un espace budgétaire dans l'économie rurale. Des villes vont se développer autour de ces services. Et les villes vont se rapprocher des zones rurales. Donc, pour ces, au cours, en tout cas à la BAD, au cours des 2 dernières années, nous avons investi 1 milliard dans ces agropoles. Nous avons 13 projets, dont 13 agropoles dans 11 pays, et pour un total de 23 projets.
Et vous avez entendu certains des résultats au cours du panel. Et au Botswana en particulier, Botswana dont vous parlez, j'ai discuté, en tout cas la dernière chose que j'ai faite avant d'aller à la plénière, c'était de rencontrer le Premier ministre, le vice-président en réalité du Botswana. Et nous sommes convenus que la banque allait appuyer le développement de zones spéciales pour la transformation du bœuf au Botswana. Alors la question de Kenneth, de la Voix de l'Amérique, sur les conseils présidentiels, sur la question de la redevabilité. Alors, vous savez, nous, les partenaires qui apportons les ressources au gouvernement, nous allons mettre en place un moyen de faire le suivi, donc d'assurer la transparence, le suivi, l'évaluation, la redevabilité, qui joueront donc un rôle essentiel parce que les présidents sont donc les dirigeants et c'est le niveau de redevabilité le plus élevé que vous puissiez avoir lorsqu'un président dit que... alors, vous avez entendu ce qu'il a dit à propos du président Macky Sall. J'étais donc dans la salle de réunion avec le président Macky Sall, avec lui et les autres ministres. Et je l'ai regardé et il posait des questions. Alors il disait, il nous faut ça, il nous faut ça. Alors, quand vous voyez un chef de l'État qui est si impliqué, c'est le plus haut niveau de redevabilité et je suis confiant que les présidents feront exactement ce qu'ils ont promis. Thank you, Mr. Merci, Monsieur le Président. Avant que je passe la parole aux journalistes à nouveau, alors Monsieur le Ministre, peut-être une réponse à une question qui a été posée sur les zones spéciales agro-industrielles quant à comment elles fonctionnent ici au Sénégal. Alors, pour répondre à la question posée par le journaliste du Botswana. Pour répondre à cette question, je voulais juste peut-être revenir sur une interrogation de Madame Diouf qui pose la question relative au choix des spéculations. En fait, dans le cadre des compacts, d'abord, ce que nous avons tous cherché, c'est la souveraineté alimentaire. Ça veut dire, nous devons produire ce que nous mangeons et nous devons manger ce que nous produisons. Donc, si vous prenez un cas concret, le cas du Sénégal, qu'est-ce que nous mangeons? Voilà. Principalement du riz. Donc, vous avez répondu à la question. Si nous voulons produire ce que nous mangeons, nous devons dire, dans la situation actuelle, quand vous regardez au Sénégal ces 5 dernières années, nous importons en moyenne 1 million de tonnes de riz blanc. Cette année 2022, on en a importé 1 300 000 tonnes. Nous savons ce que nous avons produit. Si nous ne voulons plus dépendre du riz venant de tel ou tel pays, ça veut dire, on se dit, d'ici 5 ans, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'à terme, avec l'évolution de la population, qu'on puisse être autosuffisant en riz. Et c'est cette même approche qui a été utilisée pour les différentes spéculations que nous avons ciblées. Pour le maïs, même chose. Nous avons importé, cette année 2022, 380 000 tonnes de maïs. Nous produisons du maïs. Donc dans les 5 ans, ou peut-être dans les 2 ans, qu'est-ce qu'on peut faire pour être autosuffisant en maïs? La même chose pour le blé. Nous avons importé 700 000 tonnes de blé. Aujourd'hui, ça va être difficile de dire aux Sénégalais arrêtez de consommer du pain. Il leur faut le blé. Si nous voulons faire le blé, c'est à nous de voir dans nos options. Est-ce que nous voulons être autosuffisants en blé? Est-ce que nous voulons regarder l'expérience de l'Éthiopie? Mais est-ce que nous voulons diminuer notre dépendance par rapport aux importations? Voici ce que chaque pays a fait. Le Sénégal l'a fait. Donc, pour faire du riz, c'est comment? On a généralement 2 types de riz que nous produisons. Le riz pluvial, où on compte sur la pluie, et le riz irrigué. Donc, nous avons les surfaces, nous devons en faire. C'est comme ça que le pacte national a été fait pour toutes les spéculations. On fait la même chose pour la viande. Au Sénégal, nous savons d'où nous venons. Nous venons d'il y a 10 ans, on faisait à peine 178 000 tonnes de viande. Nous sommes aujourd'hui à pratiquement 300 000 tonnes de viande. Comment nous l'avons produit? Quels sont les objectifs que nous visons? Peut-être nous n'avons
un niveau de dépendance moindre pour la viande. Et nous faisons également la même chose pour le poisson. Voilà un peu cette addition de différentes spéculations qui nous permet de dire à tel horizon, nous devons être autosuffisants pour toutes ces spéculations. Ce que nous avons fait, c'est ce que les autres pays ont fait, chaque pays faisant en fonction de ce qui se mange le plus chez lui. Et je pense que quand chacun d'entre nous parvient à faire ce plein de production, nous allons, le reste, c'est peut-être le marché qui va l'arbitrer. Monsieur le Président a dit tout à l'heure quelque chose de très important. Au Sénégal, nous sommes autosuffisants en production d'oignons. Nous sommes autosuffisants, mais qu'est-ce qui se passe? En moyenne 2 à 3 mois de l'année, on ouvre le marché. Pourquoi? Parce que nous perdons entre 35 et 40% de notre production, parce que tout simplement, nous avons des déficits dans la conservation et dans la transformation. D'ailleurs, M. le Président de la République va lancer le 31 janvier un programme de réception de matériel agricole couplé d'un programme de construction de magasins de stockage et d'entrepôts frigorifiques. Parce que déjà, nous avons un programme qui est en cours, qui est déjà signé, et ceci nous permettra, en y ajoutant ce que le privé fait, de pouvoir conserver. Ce qui fait que normalement, si nous parvenons à aller vite, pour la production d'oignons, peut-être qu'on n'a pas besoin de beaucoup produire, en tout cas par rapport au niveau actuel, mais on a besoin beaucoup plus de conserver et de transformer, et il en est de même pour d'autres produits horticoles. Voilà déjà à ce niveau ce que je veux dire. Il a raison. Nous sommes en train de dire, nous devons produire, conserver, transformer. C'est ce qui nous amène à la table. Aujourd'hui, nous devons faire un focus également sur la transformation. Et le Sénégal a choisi, c'est moi-même qui avais lancé à l'époque ce projet, j'étais à l'industrie, en tant que ministre de l'Industrie et des Mines, les agropoles. L'idée, c'est qu'il y avait cette jonction entre l'agriculture et l'industrie pour qu'on puisse, au Sénégal, on avait défini 4 agropoles. Dans un premier temps, c'était 3, finalement, on en a mis 4. L'agropole du centre, aujourd'hui, a déjà le financement, je pense, de la BAD et de la BID. L'agropole du sud également a déjà le financement. Nous regardons aujourd'hui tout ce que l'écosystème de production du sud ou du centre. Par exemple, quand on ira dans le centre, ce sera certainement l'arachide et peut-être beaucoup de céréales. Quand on ira dans le sud, nous aurons la mangue, nous aurons des fruits, nous aurons également certainement du riz. Donc, toutes ces productions, il faut aujourd'hui les augmenter et les amener dans ce qu'on appelle les agropoles et les transformer. Donc, ça, comme il l'a dit tout à l'heure, ça va minimiser tous les transferts de matières premières et ça va améliorer la transformation. Ça crée de l'emploi, ça crée de la valeur ajoutée. Voilà. Merci, Monsieur le ministre. L'on m'indique que notre temps est épuisé parce que nos invités sont attendus ailleurs. Alors, Monsieur le Président, vous allez peut-être me permettre de mettre un terme à la conférence de presse maintenant. On peut prendre 2 questions rapides. 3. Alors, les médias nous ont attendus pendant un bon moment. Et je voudrais être respectueux de ces médias-là. Alors, je vais dire qu'on va prendre 3 questions, peut-être 4. Mais soyez brefs, parce que nous avons un engagement et nous allons également avoir des réponses très brèves. Alors, on va prendre les questions et puis on va clôturer parce que nous devons aller à l'événement qui va suivre. If the microphone can go to... Alors, si on peut remettre le micro aux 2 messieurs au fond, le monsieur et la dame. Yes, okay, I'll come. Yes, sir. Oui, on vous passera la parole. Bonjour, chères autorités, chers sommités. Moi, c'est M. Amadou Tidiane Sow. Je suis du journal agricole du Sénégal. Je suis de la presse agricole. Monsieur le ministre, merci d'avoir fait le plaidoyer pour la presse. Parce qu'il était important pour que la presse soit dans les starting blocks, les 17 compacts nationaux. C'était important qu'on soit présent dans le compact. Veuillez poser une question. Ministre, au niveau des compacts, est-ce que le Sénégal a tenu en compte la cartographie agricole? Parce que le Sénégal a une histoire depuis Mamadou Dia qui a fait un plan agricole extraordinaire. L'autre aspect, M. Adissena, son Excellence, est-ce que la BAT va plus davantage tenir compte de la presse agricole? Parce qu'à part moi, je ne vois pas
la presse agricole sénégalaise, ce que nous déplorons. Merci beaucoup. Docteur, oui, c'est juste par rapport au compact 30 milliards. Combien de pays ont eu à présenter un compact et est-ce que tous ont été validés? Thank you, Mr. Merci, Monsieur le Président, de bien vouloir répondre à ma question. Je remercie la République du Sénégal et la Banque africaine de développement pour leur hospitalité et l'accueil. Ma question est la suivante. Alors, lorsque les engagements ont été annoncés, en tout cas, quand est-ce que ces engagements sont censés donc être mis en œuvre? Alors, nos lecteurs aimeraient savoir quand est-ce que les engagements et les promesses seront mis en œuvre et est-ce que cela va bénéficier à l'économie égyptienne, étant donné que l'Égypte est classée à l'échelle mondiale comme le premier importateur de blé à l'échelle du monde et un grand importateur d'autres produits agricoles. Merci. Moi, je m'appelle Moussa, je suis de la DTV. Alors, les organisations paysannes en Afrique recommandent à la BAD et aux banques centrales africaines de mettre en place des stratégies, des programmes de lois et des règlements permettant aux banques de développer de développement et de commercialisation ainsi que aux institutions de microfinance de prendre des mesures judiciaires et d'augmenter qualitativement et quantitativement l'offre de crédit agricole en général et en particulier la partie destinée aux activités et aux investissements du secteur agricole pour l'adaptation ou l'atténuation avec des modalités adéquates et avec également des taux égaux et inférieurs à 3%. Qu'est-ce que la BAD prévoit dans ce sens? Est-ce qu'elle est prête à répondre notamment à cette sollicitation? Elles ont également déploré la communication. Who was talking about maybe you should let me just start. And on the media, et vous avez dit on n'a pas, c'est le gars qui est dans les médias là-bas, moi je suis président de la BAD, mais vous voyez plein de monde aux médias ici, hein, et les médias sont polyvalents. Même si les gens sont spécialisés dans quelque chose, médias c'est médias. On ne peut pas dire, voilà, moi je suis un cuisinier, je fais que j'aime. J'aime, hein? Mais il ne faut pas croissant, il ne faut pas... Non, ce qui importe, c'est le message. Le message, c'est très critique et basé sur le message. La Banque africaine de développement, nous soutenons beaucoup de médias. Même pour les assemblées annuelles de la Banque, il faut vous expliquer tout ça là. Il faut qu'on focalise sur les choses importantes. Hein. C'est le résultat. Communiquer les choses, c'est ça qui est important, à mon avis, et les médias sont toujours polyvalents. En ce qui concerne combien de pays ont présenté le compact, c'est qui m'avait demandé cette question? Je ne sais pas. C'est en français, non? OK. Et nous avons préparé 40 compacts. Et c'est le lieu de aussi remercier la FAO et le FIDA et les autres institutions que nous avons aidées à la préparation des pactes. Donc je pense que ça c'est bien et nous avons eu les salles de discussion sur les différents compacts. Je me souviens, le premier jour, il y avait eu
10 présidents et 10 salles de pacte, de discussion de pacte. L'après-midi, c'était 9, 3, ça c'est 16, that is 36, 36, et il y avait les gens qui viennent de terminer. Donc je pense que tous les pays qui ont été engagés ont eu la chance d'avoir leur discussion. Il y avait même hier, jusqu'à tard dans la nuit, les chefs de gouvernement, les représentants de gouvernement qui ont été là-bas. Et en ce qui concerne what's the tax. Alors, les 30 milliards, qui a posé la question? Quand est-ce qu'ils vont effectivement être décaissés et comment? Alors, ces pactes, comme vous l'avez entendu dans le communiqué, les chefs d'État sont allés dans les salles, dans leurs salles de réunion, et certains d'entre eux ont demandé des ajustements des pactes sur la base de leur propre vision. Il y avait des partenaires également dans la salle qui disaient, alors moi j'ai eu une réunion avec tous les partenaires au développement, et qui ont dit qu'il y avait d'autres choses qu'il fallait ajouter ici et là. Alors ces pactes, comme vous l'avez entendu dans le communiqué, seront revus pour chaque pays et il y aura également beaucoup de consultations afin de poursuivre ce travail, veiller à ce que ces pactes prennent en compte les priorités. Alors je sais qu'ils prennent en compte ces priorités, mais qu'ils reflètent l'ambition du pays, hein, la participation, l'inclusivité de ces pactes-là. Voilà, comme cela qu'on va finaliser ce travail. Pour ce qui est des partenaires, nous sommes totalement engagés. Les pactes, lorsqu'ils sont finalisés, nous seront envoyés. Alors nous avons promis 10 milliards de dollars. J'ai dit, alors je ne vais pas l'annoncer en public, mais j'ai dit au président et au ministre combien nous souhaitons mettre sur la table. Vous avez dit que c'était 1, combien? En milliards. 2,4, non, CFA. 1600 milliards. Total. Il a dit c'est 2,1 milliard d'euros. Et moi, il avait promis que la banque va soutenir le Sénégal avec 1 milliard d'euros pour ça, qui est plus de moitié de choses. Donc voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses qui sont concrètes et chacun prend ce qu'il peut faire. And the farm credit. Alors, qui m'a posé la question sur... Avant d'arriver pour Egypt. Alors, avant d'y arriver, pour répondre à la question de l'Égypte. L'Égypte est un pays essentiel sur le marché mondial des importations de denrées alimentaires, en particulier pour le blé. Et en raison de la dépréciation de la monnaie égyptienne, le coût des importations a augmenté. Deuxièmement, en raison du changement climatique, la production a baissé, en production de blé en Égypte. Et le coût des importations a en réalité doublé. L'Égypte est le plus grand importateur de blé au monde. Et je pense que l'année dernière, vous avez dépensé quasiment 8 milliards de dollars pour les importations de blé. Alors, ce qui s'est passé en Éthiopie, on a vu ce qui s'est passé au Soudan. On a vu les opportunités que l'on a, que vous avez entendu de la part du président du Zimbabwe, du président de la Zambie, à propos du potentiel et de tout le reste. Ce sur quoi nous travaillons actuellement consiste à veiller à couvrir au moins une partie de la demande de blé de l'Égypte en optimisant l'eau du Nil. On ne devrait pas avoir de conflit au sujet de l'eau, alors qu'en réalité, nous pouvons avoir du blé et de l'eau pour la paix. On peut produire du blé en utilisant l'eau du Nil pour essayer également de garantir une offre à long terme de blé pour pouvoir couvrir la demande de blé de l'Égypte. Ce que j'essaye de dire, c'est que tous les pactes dont vous avez entendu parler, certains d'entre eux, quand on a des pactes nationaux, il y aura des initiatives régionales, des initiatives transnationales qui nous permettront de couvrir les besoins d'autres pays tels que l'Égypte. L'Égypte est vraiment essentielle. Et nous avons eu des discussions avec le Premier ministre de l'Égypte. J'ai
discuté avec le gouvernement de l'Éthiopie et nous parlons également au Centre international de recherche agricole. Et les pays qui sont concernés tels que le Soudan, l'Éthiopie, Djibouti et tous les autres, nous travaillons là-dessus. Je ne peux pas vous donner plus de détails pour le moment, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous pensons que les initiatives régionales qui couvrent l'offre alimentaire dans la Corne de l'Afrique constitueront une priorité et permettront donc de couvrir une partie de la demande égyptienne. La dernière chose que je voudrais dire à propos de l'Égypte, c'est qu'au cours de la COP 27 à Sharm el-Sheikh, il y a le NEFI, et donc il y a le lien entre l'alimentation, l'énergie, etc. Et la Banque africaine de développement a reçu la responsabilité d'aider à mobiliser les ressources pour la partie eau. Et nous avons déjà doublé le montant qui nous avait été demandé, et on parlait de 1,6 milliard de dollars. Nous avons déjà aidé à mobiliser des engagements du double de cela, 3,2 milliards de dollars. Et le FIDA, qui est notre partenaire, avait pour responsabilité de la partie agriculture. Donc nous joignons nos forces pour aider l'Égypte à avoir l'eau dont elle a besoin, à bien l'utiliser, à accroître la productivité. Mais je voudrais que vous sachiez que nous aurons des initiatives régionales qui vont aider l'Égypte de façon considérable. En plus, dernière question sur la question des crédits agricoles dont vous avez parlé, la question des agriculteurs. Vous avez peut-être remarqué dans mon propos à la plénière, je dis que les personnes les plus importantes dans cette salle, pour moi, ce sont les agriculteurs, parce que ce sont les agriculteurs qui produisent la nourriture. Alors nous impliquons massivement les agriculteurs, et dans tous les pactes, les agriculteurs et les organisations d'agriculteurs seront pleinement impliqués. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, du point de vue financier, alors souvent, beaucoup de gens disent que l'on veut que les crédits soient destinés aux agriculteurs. Oui, mais voici ce que je vais vous dire. Tout d'abord, nous allons faire en sorte que les institutions commerciales de financement prêtent davantage aux agriculteurs et prêtent tout au long de la chaîne de valeur agricole, pas seulement aux agriculteurs, dans la salle de réunion du Sénégal. Vous êtes francophone, ok, je vais m'exprimer en français. Le pacte du Sénégal, j'avais abordé cette question, que la banque commerciale ne veut pas financer l'agriculture, parce qu'il dit risque, risque, risque. Mais quand même, si vous rentrez dans un avion et vous boivez du vin et vous regardez la vidéo, vous êtes sur 30 000 mètres. Ça, c'est le plus dangereux risque que vous avez pris. Mais vous dormez, vous regardez la vidéo. C'est parce que les gens gèrent les risques. C'est ce que je veux dire. Ce n'est pas un risque qui compte, c'est la gestion des risques. Comment vous allez gérer les risques. C'est ça pour laquelle vous pouvez rentrer dans l'avion, on regarde les vidéos, c'est très risquant, hein, mais c'est bien géré. Donc, d'abord, c'est qu'il faut créer, on va créer pour le Sénégal, un fonds avec tous les partenaires de développement, un fonds de garantie, de réduire les risques des systèmes financiers vers l'agriculture. Ça, c'est premier, c'est très important. Il faut avoir un effet de levier de ça. Et nous avons des expériences qui marchent très bien. Quand moi j'étais ministre de l'agriculture du Nigeria, nous avons mis en place 350 millions de dollars pour dérisquer tous les systèmes financiers du Nigeria pour l'agriculture. On a mobilisé 3,5 milliards de dollars vers l'agriculture. Et les taux de perte, moins de 1%. Les gens parlent, vous allez, il y a les pertes, il y a les pertes. Si vous ne connaissez pas votre voisinage, vous allez savoir ce que vous faites. Moi, j'ai commencé à neiger. À mon âge, maintenant, je serai 63 ans en quelques jours. Mais à mon âge, parce que je voulais risquer la banque au cas où il y a un problème,
comment on va nager. Et il y a le coach qui m'avait dit, Président, allez dans l'autre côté de piscine. Il dit, mais tu es fou quand même, comment ça? Je viens de faire ça il y a 2 jours. Il dit, non, écoutez, je suis là. Parce que c'est très profond là-bas. Et il dit, bon, je suis derrière toi. S'il y a un problème, je viens. Et il a commencé comme ça, aller, et longtemps, je suis là. Et juste avant d'arriver là-bas, il dit, mais il faut que je regarde s'il est là vraiment. Il n'était pas là. Il était de l'autre côté, mais il parlait dans l'eau. C'est ça qu'ils ont écouté. Donc, j'ai eu peur. Bon, il y avait un problème, un petit peu. Mais ce que je voulais dire par ça, c'est que j'ai trouvé que l'aspect de piscine le plus profond, c'est ça le plus facile. Donc si on ne gère pas les risques, la perception, ça crée des problèmes. Si vous connaissez ce que vous faites, si vous êtes un banquier, vous êtes là, vous faites le système de... Il faut dérisquer le système financier, il faut établir les instruments qui sont appropriés aux paysans, appropriés aux chaînes de valeur. Il faut aussi avoir le système, ce que le monsieur le ministre fait, que les systèmes de l'agriculture, il y a les infrastructures, toutes les choses qui vont réduire les risques, production, transport et tout cela, stockage, toutes les choses vont réduire les choses. Donc, il y aura ici, à Dakar, au Sénégal, on avait décidé ça avec tous les développeurs partenaires, un fonds de garantie qui va vraiment aider d'avoir les choses. Mais enfin, il faut que le gouvernement aussi donne la subvention pour réduire le taux d'intérêt, c'est ça. Parce que pour les banques, il faut avoir le taux de rentabilité pour pouvoir faire... Ils ne sont pas ONG, hein, c'est la banque, mais chaque pays doit faire ce qu'il devait faire pour diminuer ça. Je sais que monsieur le ministre de la Côte d'Ivoire voulait dire quelque chose, voulait dire un mot ou bien c'est pas, mais merci d'être là pour nous. Et je pense que c'est ça que je voulais répondre. Et la topographie agricole, c'est pour vous. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'il y a peut-être 2 questions qui nous intéressent. Je terminerai par la dernière question. Effectivement, ce que vous avez dit, c'est vrai, c'est un problème. Moi-même, je viens du secteur bancaire, je connais un peu. Je sais qu'aujourd'hui, c'est relativement difficile, les taux d'intérêt sont assez élevés. Et ça, c'est d'abord une chose, notamment au niveau du secteur de la microfinance. Et des initiatives existent pour amener des garanties, également bonifier des intérêts, des choses qui sont en train de se faire. Il faut peut-être augmenter l'échelle pour que ça puisse se faire à grande échelle. Parce que c'est des pratiques que nous connaissons. Mais comme vous l'avez dit, il faut aujourd'hui qu'on ose prendre le risque de financer l'agriculture. Il y a aussi une autre contrainte, c'est le financement de l'investissement. Ça aussi, c'est une vraie réalité dans nos pays, parce que les banques, vous savez, j'aime prendre des cas très simples. Hein. Vous prenez aujourd'hui un forage qui est bien, qui est fait peut-être sur le maastrichtien, qui peut fonctionner pendant 20 ans. C'est difficile de trouver dans le secteur bancaire quelqu'un qui vous le finance sur plus de 5 ans. Donc ça pose problème, et je pense que sur ça également, des réflexions sont en train d'être menées pour pousser les banques à financer l'investissement. Donc c'est vrai, pas à leur niveau, mais je pense déjà au niveau local, comme il l'a dit, effectivement les banques locales, les banques commerciales doivent également pouvoir venir et également adapter leur financement. Ça aussi c'est des réalités. Aujourd'hui, vous prenez dans un pays où l'essentiel des terres sont du domaine national, si les banques doivent exiger une garantie, une hypothèque réelle, ça veut dire qu'on exclut pratiquement l'agriculture dans ça. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui, comme il est dit, il faut enlever le risque pour que les gens osent financer, les banques osent financer en toute sérénité le secteur agricole. La cartographie agricole, effectivement, moi je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui développer un système sans savoir qu'est-ce qui est mieux adapté à tel ou tel endroit. Mais vous devez quand même reconnaître avec moi que si vous citez le président Mamadou Dia, depuis lors il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. La recherche aujourd'hui permet de faire beaucoup de choses, donc vraiment ce sera difficile de prendre ça comme référence absolue. Je vous donne un cas très simple que vous connaissez. Au Sénégal, il n'y a pas longtemps, on ne pensait même pas faire du riz pluvial. Aujourd'hui, 60% de notre riz est sur le pluvial. Donc ça montre que aussi les choses changent. Mais on ne peut pas effectivement développer un système de production sans pour autant tenir compte de ce qui peut se faire de mieux à tel et tel endroit, tout simplement. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Mesdames et messieurs de
la presse, merci infiniment pour votre disponibilité. Nos invités ont un engagement, on va leur permettre de partir. Merci beaucoup. Allez raconter cette histoire, allez le dire aux autres. Merci.